Chapitre 2. Réviser le processus d'atteinte de l'objectif. L'inutilité et l'aspect néfaste du référendum. Nous avons de la difficulté à comprendre cet enracinement de la pensée politique québécoise du bien fondé, de l'aspect presque sacro-saint du cheminement vers l'indépendance. Indépendance qui passerait nécessairement par un référendum. Surtout depuis qu'on sait que c'est Claude Morin, sous la forte suggestion de la GRC, qui a réussi à convaincre le Parti québécois de la nécessité de l'utilisation de ce processus. La volonté évidente derrière cette démarche était clairement de faire échouer la démarche. Pourquoi doit-on absolument faire un référendum? Combien de pays ont eu accès à l'indépendance à la suite d'un référendum? Pourquoi s'est-on imposé cette contrainte? Nous ne nions pas que l'accès à l'indépendance repose sur une volonté clairement exprimée par la population. De toute évidence, cette volonté peut s'exprimer par un référendum. Comme le disait aussi Pierre-Carl Péladeau, le référendum est une modalité, pas un objectif. La volonté du peuple peut aussi s'exprimer à travers le processus électoral. Le système parlementaire dans lequel nous enferme la Constitution canadienne encadre comment s'exprime la volonté du peuple. Cette volonté s'exprime par un système électoral dans lequel le pouvoir de gouverner, et donc le pouvoir d'édicter des lois, est remis au parti qui recueille le plus de sièges à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Il est donc clair que l'élection d'un gouvernement, dont l'objectif premier est de faire l'indépendance, soit légalement suffisante pour justifier la réalisation de cet objectif sans qu'il soit nécessaire de faire un référendum. Il suffit que la volonté exprimée par le peuple soit claire. Partout sur la planète, on accepte que les personnes dûment élues par leurs concitoyens puissent légitimement édicter des lois. Il n'y a pas d'exception à cette règle lorsqu'il s'agit pour une nation de déterminer si elle décrète ou non son indépendance ou si elle décrète ou non son appartenance à une entité politique. Aucune règle n'exige que ceux qui votent aient l'appui de la majorité des citoyens. Notre démocratie, la démocratie canadienne, n'est pas basée sur un principe qui dirait qu'une loi n'est valide que si la majorité des citoyens appuie cette loi. Si c'était le cas, on aurait un pays totalement ingouvernable. Le système démocratique canadien et québécois a mis en place une mécanique démocratique basée sur l'existence de circonscriptions électorales qui élisent des députés et que l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes est composée de ces élus. Les lois sont votées par ces assemblées et lorsqu'elles obtiennent le soutien de la majorité des élus, elles sont adoptées et mises en application. Il y a eu de nombreux gouvernements, surtout ces dernières années, qui ont gouverné et édicté des lois sans jouir de l'appui de la majorité des citoyens. Personne ne prétend que ces lois sont moins valides légalement. Malgré tous les avatars qu'on peut y attribuer, ce système démocratique est l'un des plus avancés, des plus efficaces et des plus démocratiques de la planète. Pourquoi nous imposer ou se laisser imposer pour notre accès à l'indépendance une procédure démocratique autre que celle que nous utilisons habituellement, que celle qui est prévue dans notre régime parlementaire, que celle qui est fondamentalement la base démocratique de notre système politique pour en utiliser une autre. Surtout quand on sait qu'on a déjà frappé un mur à 2 reprises en l'utilisant. D'autant plus que son utilisation, la dernière fois, a provoqué un traumatisme national dont on se sort à peine. Il faut savoir que les spécialistes en sciences politiques vont vous dire que de soumettre une question à un vote référendaire qui suggère l'approbation d'un changement est statistiquement la meilleure façon de tuer la volonté de changement. Il est reconnu qu'il y a toujours dans les populations une résistance au changement. Dans un tel contexte, le référendum est loin d'être le meilleur outil pour introduire un changement politique important. Pourquoi s'enfermer dans un processus qui nous est défavorable au départ?
surtout comme nous verrons plus loin que cette procédure n'est ni nécessaire ni utile. Le système électoral québécois n'est pas parfait, mais il fonctionne bien et il est bien encadré. Il est plus difficile pour un autre gouvernement étranger d'intervenir dans ce processus démocratique. Les règles sont contraignantes et elles s'imposent à tous. Une élection au Québec peut très bien avoir pour sujet central l'accès du Québec à l'indépendance. Il y a eu historiquement une élection qui a porté sur la nationalisation de l'électricité, élection gagnée par le Parti libéral du Québec. Personne n'a contesté que cette élection donnait au gouvernement le mandat de faire cet important changement politique. Dans une telle élection, la loi électorale du Québec serait appliquée. Seuls les partis politiques et les citoyens québécois pourraient y participer et leur participation serait, comme elle l'est habituellement, limitée par la loi, notamment en termes de dépenses électorales. Pour contrer les résultats de cette élection, il ne suffirait pas pour les adversaires de rendre quelques milliers de personnes éligibles, mais de faire voter ces personnes dans les diverses circonscriptions du Québec. Il est certainement plus difficile pour les adversaires de saboter une élection qu'un référendum. Il est peu probable qu'il y ait une violation des règles ayant un impact si grand qu'elle remette en question la validité de l'élection. Si des violations de la loi sont constatées dans une circonscription, une telle violation pourrait entraîner l'invalidation de l'élection dans cette circonscription. Pour corriger cette situation, il suffirait de reprendre l'élection dans cette circonscription. Il est difficile d'imaginer une situation qui ferait en sorte que l'ensemble de l'élection soit jugée illégale. On l'a constaté en 1995. Alors que le gouvernement fédéral n'a pas respecté les règles, il n'a jamais, en conséquence, été sanctionné. Il a été impossible de nier que malgré ces illégalités, le résultat final a été négatif, créant le traumatisme que l'on connaît. L'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale décrétant la dépendance aurait sur le champ l'effet de faire du Québec un pays indépendant. Il n'y a aucun tribunal sur la planète qui pourrait changer cet état de fait jurisé. Ce n'est pas le cas en regard du résultat même positif d'un référendum. Les résultats de ce référendum pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires de la part du gouvernement fédéral pour la simple et unique raison de retarder, de dénigrer l'application du résultat. Même après un résultat référendaire positif, l'Assemblée nationale devrait quand même adopter une résolution déclarant le Québec indépendant. De toute évidence, le gouvernement canadien contesterait les résultats de ce référendum. Le gouvernement canadien pourrait même, par l'entremise de son armée ou de sa police, saisir les bulletins de vote et foutre le bordel dans le déroulement du processus référendaire. Comme cela fut notamment le cas en Catalogne, où la police et l'armée espagnole ont volé des bulletins de vote. Il faut bien comprendre que dans la minute qui suit la déclaration d'indépendance de l'Assemblée nationale, le Canada n'a plus aucune juridiction ni aucune autorité sur le territoire québécois. Cette déclaration ferait en sorte que juridiquement, le Canada n'aurait plus aucune légitimité à l'intérieur des frontières québécoises. Cela ferait en sorte que politiquement et juridiquement, seules les autorités québécoises deviendraient les autorités légitimes. Que faire si les résultats électoraux ne sont pas suffisamment convaincants? Si jamais le vote populaire d'une élection portant sur l'accès du Québec à l'indépendance n'était pas, aux yeux des élus, suffisamment fort ou majoritaire pour soutenir la déclaration d'indépendance, que faire alors? La solution n'est pas de faire un référendum. Le parti qui aurait le plus de députés pourrait décréter que dans les circonstances, il ne peut pas faire l'indépendance parce que son mandat n'est pas assez clair. Il devrait alors, nous croyons, décréter la tenue d'une nouvelle élection en disant aux électeurs « Vous nous donnez un mandat clair ou vous élisez un parti qui veut vous maintenir dans la dépendance. » Refusez de gérer une province.
ces députés ou ce parti doivent absolument refuser de gérer une province. Cette position serait congruente, notamment parce que ce parti est véritablement convaincu et qu'il a clairement indiqué que l'indépendance est nécessaire pour le gouverner convenablement. Il ne doit alors assumer le pouvoir que le temps d'organiser une nouvelle élection. Dans une telle situation, les enjeux deviennent clairs. La position idéologique des indépendantistes et ce qu'ils font dans le concret deviennent alors totalement cohérents. C'est oui ou c'est non. Si vous ne voulez pas de l'indépendance, vous continuerez à être dirigé par des gens qui vous proposent de vous épanouir dans la dépendance. Il faut être conscient que les gestes que l'on pose sont plus porteurs de messages que ce que l'on dit. Quand le Parti québécois, dont la raison d'être est l'accession du Québec à l'indépendance, accepte de gérer le Québec sans avoir le mandat de faire l'indépendance, le message qu'il envoie à la population est que l'indépendance est une bien belle chose, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Le message qu'il envoie, c'est que dans le fond, ce que le parti veut, ce n'est pas l'indépendance, mais le pouvoir. Si on veut convaincre la population de la nécessité de l'indépendance, il faut faire comprendre que l'on ne peut pas être un bon gouvernement sans cet outil essentiel. Le corollaire de cette affirmation est que la nation québécoise ne peut pas être efficacement gérée par un parti qui nous propose de rester dépendant d'une autre nation. Les dernières années du gouvernement supposé nationaliste de la CAQ devraient nous être suffisantes pour illustrer clairement cette affirmation. Éviter tout lien entre accès à l'indépendance et association avec le Canada. Contrairement à la rumeur publique, il n'y a jamais eu au Québec de référendum sur l'indépendance. Le référendum de 1980 portait sur une demande de mandat de négocier d'égal à égal un nouvel accord constitutionnel avec le reste du Canada. Celui de 1995 demandait ce qui suit. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. À ces deux occasions, on laissait dans la tête des électeurs un espoir de maintenir un lien avec le Canada. En agissant ainsi, on présumait que le maintien de ce lien était une bonne chose, que c'était une mauvaise chose de rompre ce lien. En formulant ainsi la question référendaire, on sous-entendait que l'indépendance sans lien avec le Canada était une situation qu'il fallait éviter. Donc, qu'on perdait en brisant ce lien. Il s'agit là, à notre humble avis, de la faille fondamentale qui, depuis des décennies, mène la démarche québécoise d'émancipation. Depuis des décennies, particulièrement au Parti québécois, on a entretenu cet a priori que l'indépendance doit se faire avec l'accord du Canada et le maintien d'un lien avec ce dernier. L'indépendance, ce n'est pas la rupture avec un ami, c'est sa libération de l'oppression du supposé ami. Lier notre destin à notre oppresseur, c'est donner raison à ceux qui pensent que notre oppresseur est un ami. C'est soutenir nos peurs ancestrales et nos réflexes de coloniser. L'indépendance, c'est se libérer entièrement. L'indépendance, un objectif facile à atteindre. Le pays, on l'a déjà. Nous nous sommes toujours interrogés sur ce discours patriotique disant qu'on a un pays à construire. Cela semble être un bien gros défi à relever. Imaginez, construire un pays, c'est pas rien. Quel est l'intérêt de proposer une telle tâche aux Québécois? Il nous semble évident que le Québec a déjà la très grande majorité des attributs d'un pays moderne. Il a un territoire, une population homogène, des frontières, un système politique capable de le gérer, une population éduquée, un système scolaire évolué, un système de santé malmené mais foncièrement efficace, etc.
En fait, on peut considérer que le Québec a beaucoup plus d'attributs d'un pays que certains États qui sont légalement indépendants. Pour que le Québec devienne un pays, il n'a qu'à assumer l'ensemble des pouvoirs d'un État indépendant pour que, dans les faits, il devienne un État indépendant. Accomplir cela n'est aucunement difficile. C'est pour notre société l'enfance de l'art. Nous sommes, sans aucun doute, l'une des sociétés de la planète la mieux équipée pour assumer ses responsabilités. Nous sommes certainement capables de faire cela beaucoup mieux que le gouvernement fédéral, qui est maintenant reconnu comme une des bureaucraties nationales des plus incompétentes de la planète. Il faut cesser de dire qu'on a un pays à construire. En affirmant une telle chose, on sous-entend qu'on a un gros travail à faire. Le Québec est déjà un pays. Il a déjà toutes les bases lui permettant d'exister comme pays indépendant. Il manque seulement un ingrédient, le courage. Vivement le courage. Plusieurs disent vivement l'indépendance. Nous, on dit que l'indépendance, on l'a déjà. Ce qu'on n'a pas, c'est le courage de l'utiliser. La nation québécoise a un droit strict à l'autodétermination. On n'a pas besoin d'autre chose. On peut décider de s'autodéterminer. La volonté de la nation est suffisante pour lui donner le pouvoir de faire ce qu'elle veut. C'est cela qu'on appelle l'autodétermination. On détermine soi-même ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Personne ne peut nous empêcher de nous autodéterminer. La Révolution tranquille nous a démontré qu'on peut survivre comme nation. On sait maintenant qu'on peut très bien se développer, qu'on est loin d'être les derniers dans de nombreux domaines, même qu'on est souvent les meilleurs au monde. C'est beau d'être rassuré sur son existence. On a passé l'enfance, on sait qu'on a encore beaucoup d'années devant nous. On a maintenant à décider si on va se contenter de survivre ou bien de vivre notre vie comme peuple. Pour cela, il va falloir, comme tout adulte, assumer notre indépendance et prendre notre vie en main. Participer aux Olympiques, avoir des ambassades dans les autres pays, contrôler tous les aspects de notre économie, ouvrir notre maison à qui on veut, être maître chez nous, assumer pleinement notre autonomie, notre indépendance, devenir un adulte épanoui. Le Québec appartient aux Québécois, à personne d'autre. C'est aux Québécois qui reviennent le pouvoir et le droit d'occuper et de gérer le territoire du Québec. Normalement, la façon de faire cela, c'est à travers un gouvernement autonome. Il y a sur notre territoire des ressources, des structures, des richesses qui échappent à la gestion et à la propriété des Québécois. Il faut cesser de laisser le soin à d'autres de gérer ce qui nous appartient. Il faut cesser d'être naïf et de penser que les autres peuvent gérer nos biens à notre avantage. La reconnaissance internationale, l'effectivité. Depuis quelques années, on nous rabâche que seul un résultat positif majoritaire, un référendum, pourrait permettre au Québec de recevoir la reconnaissance internationale de son nouveau statut d'État indépendant. Cette affirmation ne repose légalement sur rien. En effet, d'abord, il n'y a pas d'instance internationale qui décrète si un pays est un pays ou pas. Les Nations unies acceptent des membres qui sont venus au monde par de multiples processus dont plusieurs n'ont absolument rien à voir avec un vote majoritaire. Dans plusieurs pays membres des Nations unies, le vote démocratique des citoyens est simplement un concept tout à fait étranger à leur régime politique. La Chine n'est-elle pas membre des Nations unies? L'Iran, la Corée du Nord ne le sont-ils pas aussi? Il n'y a rien qui permet de penser que le Québec indépendant se verrait refuser son entrée aux Nations unies ou sa reconnaissance internationale parce que la déclaration d'indépendance n'aurait pas été précédée d'un vote majoritaire en référendum. Le vote majoritaire des députés de l'Assemblée nationale est le test démocratique qui s'applique au Canada. Il s'applique aussi dans bien d'autres pays qui ont un régime parlementaire découlant du régime présent en Grande-Bretagne.
Les spécialistes en droit international vous diront que la reconnaissance d'un nouveau pays découle fondamentalement de l'application du concept d'effectivité. Pour plus de détails sur ce concept, nous suggérons aux auditeurs de consulter le texte de Yann Leroy, qui est paru en 2011 dans la revue Droit et Société. C'est en déterminant qui contrôle véritablement un territoire que les autres pays reconnaissent l'unicité de ce territoire et l'indépendance factuelle exercée par le gouvernement élu ou simplement en place. Ce n'est pas une question de principe, c'est une question de fait. Dès la déclaration d'indépendance, ce qui est important en matière de reconnaissance internationale, ce n'est pas de clamer sur les toits qu'on a obtenu 80% des voix et que c'est la volonté du peuple. Ce qui est important, c'est de démontrer que fondamentalement, c'est le gouvernement du Québec qui contrôle le Québec, qui contrôle le territoire, qui contrôle la police, qui contrôle la vie politique, etc. Il faut démontrer que dans les faits, effectivité, le Québec, le gouvernement du Québec, à travers ses ressources et sa présence sur le territoire, de même que par les contrôles étatiques qu'il a mis en place, le gouvernement du Québec contrôle le territoire. Lier notre indépendance au résultat d'un référendum va même à contre-courant. Il démontre clairement aux pays étrangers qu'on a besoin d'entamer un processus qu'on ne contrôle pas parfaitement pour exercer notre droit à l'autodétermination. S'autodéterminer, c'est décider soi-même. Dans nos démocraties, ce sont les élus qui prennent ces décisions dans le cadre du régime politique en place, appuyé par la Constitution. Encore une fois, ce qui est important, c'est internationalement, pour voir le pays reconnu, c'est de s'assurer de façon impérative que cette effectivité va exister le jour même de la déclaration d'indépendance. Pour cela, il faut prévoir et organiser le contrôle des frontières, le contrôle des déplacements dans le nouveau pays et le contrôle des forces militaires qui se retrouvent sur le territoire. Il y a déjà en place les structures et les ressources nécessaires pour réaliser ce travail. Il suffit de s'assurer qu'elles seront suffisantes et qu'elles occuperont rapidement les champs d'intervention jusqu'alors occupés par le fédéral. Émission de passeport, contrôle de la citoyenneté, contrôle du trafic aérien, etc. Dans ce cadre, la prévision d'une période de transition en reconnaissant, par exemple, que pour des périodes déterminées, que des documents déjà émis par le fédéral seront considérés comme valides. Dans d'autres situations, la détermination et la mise en place de structures québécoises en déclarant que les bureaux du fédéral au Québec passent sous juridiction québécoise. Dans les faits, il y a bien peu de services fédéraux qui ont un véritable impact local. Et l'ampleur de ce qu'il y a à faire est bien mince en regard de ce qu'on contrôle déjà. Il faut quand même être en mesure de remplacer rapidement et efficacement ces services, notamment parce qu'ils ont un impact sur la démonstration que c'est le gouvernement québécois qui contrôle ce qui se passe sur le territoire. Donc, un impact sur la reconnaissance internationale du Québec. Il serait probablement opportun de mettre en place, dès maintenant, un groupe d'experts qui aurait pour tâche de définir le cheminement et les actions qui devront être entreprises avant la déclaration d'indépendance pour assurer cette prise en charge dès les premières heures de notre accès à l'indépendance. Conclusion sur le discours indépendantiste. Un discours simple, facile à comprendre, qui force nos adversaires à dévoiler leur véritable nature. Un processus d'accès à l'indépendance simple, encadré par la loi, qui est inattaquable internationalement et qui nous préserve des interventions extérieures. C'est le chemin qu'il faut suivre. La seule tâche qui reste à faire, c'est de faire comprendre cela à nos concitoyens. Le travail à faire est clair. Il faut les convaincre que l'indépendance est nécessaire, qu'elle est 100 fois plus avantageuse que la dépendance. La tâche à faire n'est pas de les convaincre de répondre oui à une question référendaire ou de voter pour un parti plutôt qu'un autre. La tâche, c'est de faire de tous les Québécois des partisans de l'indépendance. C'est de faire mourir de honte les Québécois
qui, d'une façon ou d'une autre, essaie de nous faire croire que la dépendance est une bonne chose. Cette tâche est une tâche tout à fait faisable. C'est une tâche qui n'est pas gigantesque. C'est un objectif accessible dans un délai de moins de 5 ans. Pour cela, il faut, comme toute autre tâche à faire, mettre en place la structure, l'organisation qui va planifier et agir en fonction de l'atteinte de cet objectif. Nous reviendrons sur cela plus loin dans notre texte. Abordons d'abord un autre aspect de la démarche vers l'indépendance, l'aspect que j'appellerais la partie adverse, le Canada.